Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, 3 mai, est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Événement marqué ici en Côte d'Ivoire par une procession des hommes et femmes de médias dans la commune de Cocody. Le point de la situation de la liberté de la presse dans le pays a été dressé. Ce soir, un coup de projecteur sur les accidents professionnels en Côte d'Ivoire. 7000 accidentés du travail enregistrés en moyenne par an et plus de 4000 en meurent faute de soins appropriés en lien avec l'absence de déclaration et de couverture sociale. Le calvaire des accidentés sans couverture sociale dans l'indifférence totale de certains employeurs. Un dossier exclusif à suivre dans ce journal. Et puis, ça y est, les 25 inspecteurs gendarmes commis pour les examens théoriques et pratiques du permis de conduire ont pris fonction aujourd'hui. Ils ont reçu des instructions fermes à exercer avec exemplarité, rigueur et droiture, au risque de s'exposer à la rigueur de la loi. Et justement, ces 25 inspecteurs gendarmes commis pour les examens théoriques et pratiques du permis de conduire ont pris fonction aujourd'hui même. Ils ont reçu des instructions fermes de leur hiérarchie à exercer avec exemplarité, rigueur et droiture, au risque de s'exposer à la rigueur de la loi. Un sujet de Thiemé Dandje et Mathurin Badé. Ces gendarmes, dont les grades vont de l'adjudant-chef au lieutenant-colonel, sont désormais les inspecteurs des examens théoriques et pratiques pour la délivrance des permis de conduire. Pour leur sortie officielle, ils sont face au ministre des Transports et du général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré. Ces évaluateurs des candidats au permis de conduire ont un mandat de 3 mois renouvelable. Avant, le terrain, les consignes sont fermes. Si un comportement déviant est constaté, que ce soit le civil, que ce soit le militaire, il va répondre de ses actes devant le tribunal. Bien avant, dans le hall des opérations d'enrôlement des candidats désignés pour cette opération, le patron de la maréchaussée ivoirienne a indiqué que la notoriété de son corps est en jeu. L'enjeu est grand, mais les défis sont nombreux. Il s'agit précisément de faire de sorte que dans ce milieu, on n'entende plus parler ou on n'entende pas parler de corruption. Vous devez vous rappeler qu'avec l'honneur, la gendarmerie ne joue pas. Le ministre des Transports, lui, est revenu sur le choix des gendarmes évaluateurs à la place des inspecteurs civils déchus dans le contexte de recrudescence des accidents de la circulation. Il nous appartient tous de trouver la solution à ce qui est en train de devenir un fléau dans notre pays. Parce que ce sont plus de 100 morts en l'espace de quelques semaines sur nos routes. Ce sont des dizaines de familles qui sont endeuillées. Et c'est pour cela que nous avons entrepris de corriger tous les dysfonctionnements dans toute la chaîne en ce qui concerne l'obtention du permis de conduire, mais également, vous le savez, en ce qui concerne l'état des véhicules. Outre le volet des permis de conduire, le ministre Amadou Koné a annoncé un vaste programme de retrait des permis de conduire aux non-ayants droit et des véhicules sans visite technique, dont plus de 900 000 sont dans le trafic. Le défi qui attend ces gendarmes, nouveaux inspecteurs de permis de conduire, est immense, tant l'indiscipline est fréquente sur nos routes. Parfaite illustration avec cet autre drame survenu sur l'axe Katiola-Fronan, un grave accident qui a fait de nombreuses victimes hier matin. Le bilan est lourd, 18 morts et 17 blessés, évacués au CHU de Boaké. À l'origine de la tragédie, une collision impliquant un mini-car de 32 places, un camion remorque et 2 motocyclistes. Les autorités annoncent la saisine de la police pour l'ouverture d'une enquête pour situer toutes les responsabilités. Les précisions de Thiemé Dandje. Les routes ivoiriennes font encore des morts. Nouveau lieu du drame, la nationale A3. Sur cette voie du pays nouvellement réhabilitée, une collision entre un camion remorque d'immatriculation étrangère, un mini-car de transport et 2 motocyclistes a encore endeuillé des familles. Le bilan provisoire, dans un communiqué du ministre des Transports, fait en effet état de 18 morts. Sur le point des 22 blessés enregistrés, 17 cas graves ont été transférés au CHU de Boaké. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte, le gouvernement, par la voix du ministre Amadou Koné, appelle à nouveau les usagers de la route
en général et les motocyclistes et automobilistes en particulier au strict respect du code de la route, à la prudence et à la responsabilité. Et cette nouvelle campagne de sensibilisation pour inciter les services des douanes et des impôts à améliorer la qualité de leurs services à l'endroit de leurs usagers et clients, une initiative du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État qui invite les agents des régies financières à œuvrer dans le sens des grands enjeux de la modernisation de l'administration publique. Salif Yalekwe, Tanguy Konan. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a engagé vendredi la Direction générale des impôts et celle des douanes à tout mettre en œuvre pour assurer un service public de qualité aux usagers clients, soulignant que de nombreuses plaintes remontent. Il a mis en mission ces administrations lors du lancement de la campagne relative à l'amélioration de la qualité du service public à la Direction générale des impôts et celle des douanes. Vous devez accorder une attention particulière aux dispositions à prendre pour redorer le blason de vos administrations respectives et partant rassurer nos concitoyens. Nous devrons rechercher en permanence l'efficacité et la rapidité dans l'exercice du service public rendu. Les directeurs généraux des douanes et des impôts, pour leur part, ont promis de tout mettre en œuvre pour la satisfaction des usagers et de l'ensemble des populations dans un bref délai. Nous avons mis en place un système de management de la qualité, justement, qui consiste à améliorer les performances de la Direction générale des impôts en termes de qualité de service. Notre administration, qui se situe aux différentes portes d'entrée du territoire national, a toujours eu conscience de son rôle, de ses responsabilités dans le développement économique de notre pays. Cette position l'a régulièrement amené à engager des actions pour s'adapter aux préoccupations du moment. Le gouvernement s'est doté mercredi 28 avril 2021, au cours du Conseil des ministres, d'une charte d'éthique qui établit la relation de confiance et le comportement éthique que les ministres doivent avoir envers le peuple, car ils sont avant tout les serviteurs de la nation. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité s'est rendu dans les centres de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin et le centre de transfert d'Anguédédou, deux sites privilégiés dans la gestion des ordures dans le Grand Abidjan. À l'occasion, il a exhorté la population à plus de civisme pour un cadre de vie plus agréable. Salif Yalekwe, Arona Zeba. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Fofana Boaké, a invité les populations à s'approprier le civisme en matière de salubrité publique jeudi, à l'issue d'une visite des sites d'exploitation des structures sous tutelle, notamment le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin, région de Dabou, et le centre de transfert d'Aguédédou à Yopougon. Le gouvernement a investi beaucoup d'argent. Les opérateurs font leurs meilleurs efforts. Maintenant, le travail qu'il nous reste à faire, nous, population d'Abidjan, c'est de changer nos comportements pour faciliter le travail de ceux qui font la collecte. Ils ont des parcours, ils travaillent de nuit et de jour pour ramasser les déchets. Mais il faut que nos populations, nos compatriotes apprennent à gérer déjà à leur niveau. On aurait pu faire un premier tri au niveau des ménages, ensuite s'assurer que les déchets sont déversés effectivement dans les bacs. Deux opérateurs ont été désignés pour assurer la propreté de la ville d'Abidjan. La société Ecoti SA assure le service de propreté des communes d'Abobo, d'Anyama, de Bingerville, de Cocody et du Plateau. Eco et Burni, quant à elle, intervient dans les communes d'Adjamé, Atekoubé, Yopougon, Songon, Koumassi, Marcouri, Port-Boué et enfin Trècheville. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, signé à ce jour par 54 pays, vient offrir aux opérateurs économiques d'Afrique un vaste marché unique avec un potentiel de 1,5 milliard de consommateurs, de quoi améliorer le niveau des échanges sur le continent pour accroître la compétitivité des PME à l'exportation et les aider à tirer le meilleur profit de cette zone. Une formation a été initiée à l'endroit des chefs d'entreprise féminines de la CEDEAO, considérées comme l'avenir économique. C'est ce que nous montre Nadia Eja, Arona Zeba
et Mathurin Badet. C'est en 2016 que Jacqueline Guiré met sur le marché local ses premières boissons bio, faites à base de produits locaux. Ancienne distributrice de marques importées, elle a ressenti le besoin de boire ivoirien. Le gingembre, la pomme de cajou, le baobab sont autant de fruits qu'elle transforme dans son unité qui offre une capacité de 10 à 15 000 litres en fonction des périodes. Aujourd'hui, nous sommes distribués dans des grandes surfaces. Et les gens nous appellent également. On a beaucoup de clients depuis le début qui sont restés fidèles. En dehors de la Côte d'Ivoire, la transformatrice reçoit des commandes de l'extérieur. Encore difficile à honorer à cause des barrières douanières. Pour l'export, il faut des papiers, surtout dans la sous-région, pour nous permettre de ne pas payer de droits de douane là-bas et pouvoir vendre les produits au même prix qu'ici. Pour les petites et moyennes entreprises comme celle de Jacqueline, qui ont pour ambition de s'exporter, la zone de libre-échange continentale en vigueur depuis le mois de janvier est une opportunité. Cet accord promet faciliter les échanges commerciaux entre les pays du continent, à travers, entre autres, la réduction de droits de douane. Pour aider les PME à en tirer un meilleur profit, une formation a été initiée à l'endroit des femmes entrepreneurs de la CEDEAO sur les techniques de pénétration du marché et la recherche de financement. Mon premier rôle d'abord, c'est de partager cette formation avec les autres femmes de mon pays, leur permettre de comprendre, d'assimiler ce que moi j'ai appris ici, qui permettra de mettre en œuvre le programme de ZLECAf. Il y aura un potentiel de création de plus de 2 millions d'emplois en moins de 5 ans. Ici, aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont dans des domaines tels que le beurre de karité, tels que le miel, tels que la tchéké, tels que l'anacadre. Donc, c'est des transformatrices de petits niveaux qui, en les regroupant en consortium, peuvent être plus fortes pour profiter de ce marché-là régional, justement. Selon les experts, la ZLECAf va porter le volume d'échanges commerciaux sur le continent de 15 à 50% d'ici quelques années. 54 pays sont à ce jour signataires de cet accord. Ce lundi 3 mai est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'événement a été marqué ici en Côte d'Ivoire par une procession des hommes et femmes de médias dans la commune de Cocody. Le point de la situation de la liberté de la presse dans le pays a été dressé par les organisations de défense des droits des journalistes en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Salif Yalekwe Aruna Zeba. Abidjan Cocody ce lundi matin. Ces journalistes, femmes et hommes des médias sont dans les artères de cette commune pour commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion pour passer en revue leur quotidien, relever les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Après la marche, place au discours. Ici également, on dépeint les réalités de la corporation. Les puissances politiques ou d'argent résistent difficilement à la tentation de cacher ou de manipuler l'information pour servir leur cause. Il est donc impérieux pour chaque membre de cette corporation du métier d'informer de rester vigilant, d'être jaloux de sa liberté et se garder de tomber dans des compromissions. Dans les administrations et les sociétés publiques, force est de reconnaître, les responsables continuent de brandir encore le foulard de la confidentialité. Aucune entreprise de notre secteur d'activité n'est aujourd'hui économiquement reconnue viable. Toutes ou presque se meurent, ce qui entraîne par ricochet une accumulation d'arriérés de salaires pour la plupart de nos confrères. C'est pourquoi, Monsieur le porte-parole du gouvernement, nous vous prions d'œuvrer pour la satisfaction de ces quelques doléances qui vont suivre. Nous souhaitons la réinstauration de la subvention à l'impression, la prise du décret transformant le FSDP en fonds de soutien aux médias qui rendrait alors les radios de proximité éligibles ainsi que la presse numérique éligible à ce fonds. Pour le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, la liberté d'expression exige des obligations de la part du journaliste qui doit être un vecteur de cohésion sociale.
le fait d'être journaliste ne donne pas lieu à une immunité absolue. Ce n'est pas un chèque en blanc. C'est pour cela que la notion de liberté doit être intimement liée à celle de responsabilité. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Ce sont les deux faces d'une même médaille et l'une ne saurait aller sans l'autre. Plusieurs diplomates accrédités en terre ivoirienne étaient de la partie. La Côte d'Ivoire, au dernier classement mondial de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, occupe la 66e place sur 180 pays évalués. Ce soir, on s'intéresse aussi aux accidents professionnels en Côte d'Ivoire. 7000 accidentés du travail enregistrés en moyenne par an et plus de 4000 en meurent, faute de soins appropriés en lien avec l'absence de déclaration et de couverture sociale. Le calvaire des accidentés sans couverture sociale dans l'indifférence totale de certains employeurs. Un dossier exclusif de Thiemé Dandje et Aruna Zeba. À 22 ans, la vie de cet employé d'une unité industrielle à Yamoussoukro a basculé. Rescapé de l'explosion de bonbonnes de gaz en pleine entreprise, son quotidien, c'est désormais ici, au grand brûlé du CHU d'Abidjan-Cocody. Après le pansement du jour, retour au domicile à Anono Village. Sur place, faute de fauteuil roulant, il est porté par son frère aîné et sa sœur. Installé là où il passe le clair de son temps couché, il revient sur les faits. On était à Yamoussoukro depuis lors pour travailler avec les Chinois. Bon, on vendait les pièces de machine avec les pièces de ceux qui extraient l'eau là. C'est avec ces pièces qu'on vendait. Maintenant, bon, on a eu un accident du travail depuis le 16 décembre. Son infortune ne donne aucun répit à son aîné. Moi-même, depuis le 16 juillet, je ne travaille plus. Je ne peux même pas aller quelque part, puisque je ne peux pas bouger. Pour aller manger, il faut chercher pour lui. Pour boire de l'eau, il faut aller chercher. Pour aller uriner, il faut le soulever. C'est devenu compliqué pour nous. Entre-temps, l'employeur a pris le large, disparaissant ainsi des écrans radars. Il y a longtemps, je ne les vois pas. C'est pas s'ils sont là, s'ils ne sont pas là il y a longtemps. Depuis l'accident s'est passé, depuis un moment, je ne les vois plus. On ne voit personne. Quand on les appelle, ils disent que leur patron est parti en Chine, que bon, et si nous, on a un avocat qu'on peut aller chercher à défendre nos droits, ça c'est notre problème et il ne peut pas faire grand chose pour lui. Nous autres, là, on est en train d'épauler, mais à bout de compte, on ne pourra pas. Donc, on veut vraiment un soutien. On veut qu'on nous aide sérieusement, on nous aide pour sa prise en charge, non seulement médicale et puis sociale aussi. Au cœur de la galère de cet accidenté, l'absence de couverture sociale. Une situation dont s'indigne cet émissaire de la centrale syndicale FESACI, venu aux nouvelles. Nous sommes donc aujourd'hui encore dans une situation que la FESACI a toujours déplorée. Des employeurs qui emploient les travailleurs, les Ivoiriens au noir, et qui font que le travail est toujours précaire, et qui font que les travailleurs ne se sentent pas à l'aise et ont toujours envie d'aller voir ailleurs. Nous voudrions inviter toutes les autorités compétentes à se saisir de la question et à saisir le milieu du travail en Côte d'Ivoire. Ce cas n'est pas isolé. À la Caisse nationale de prévoyance sociale, la courbe des accidents professionnels inquiète. Nous sommes autour de 7000 accidents du travail en moyenne par an, y compris les accidents du trajet. L'institution de protection sociale alloue par an en moyenne 8 milliards de francs CFA pour les prestations sanitaires des victimes d'accidents de travail. Pour réduire cette poche budgétaire importante, elle mise désormais plus sur la prévention. Nous avons par exemple le contrôle et l'assistance aux entreprises. Ça, c'est l'axe sécurité au travail. Donc nous allons regarder l'application de la législation en matière de santé et sécurité au travail. Nous allons regarder les conditions de travail. Nous allons regarder s'il y a des programmes pour améliorer les conditions de travail. Sinon, nous assistons les entreprises dans ce domaine. Malheureusement, tous les employeurs n'adhèrent pas à la vision zéro. Un fait dénoncé à la tribune de la 19e Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, organisée dans la foulée de la fête du 1er mai. Le gouvernement n'est pas impassible sur la question. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale rassure
quant au respect du cadre normatif du Bureau international du travail qui consacre 40 articles à cette thématique. Le ministre montre par ailleurs la voie du dialogue social hardi à suivre par les parties. J'encourage vivement les employeurs à créer et maintenir un environnement de travail sûr, salubre et empreint de confiance mutuelle, gage de performance bénéfique à tous. En attendant, les victimes dans l'indifférence des employeurs, comme cet infortuné réduit désormais à l'assistance familiale, broie du noir. Pourtant, le salut, qui réside dans la déclaration du travailleur à la CNPS et à l'adhésion à la vision zéro, qui implique la mise en place d'outils de sécurité santé au travail, est à portée de main. Il fait désormais partie de nos habitudes. Le port du masque est toujours d'actualité pour se protéger contre le Covid-19. Cependant, il faut noter qu'après leur usage, les masques n'ont pas toujours les mêmes destinations. Volontairement jetés ou tombés des poches de leurs propriétaires, les masques peuvent être un danger pour l'environnement. Attention à ce que la solution anti-Covid ne devienne pas un problème environnemental. C'est un sujet de Brice Niawa, Eric Kimou et Fulgence Kissiedou. Les masques de protection sont à la base utilisés par les agents de santé pour se protéger contre d'éventuelles contaminations dans l'exercice de leur métier. Désormais à la portée de tous, dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, ces masques après utilisation jonchent les rues. Une situation qui inquiète ce militant de l'environnement. Est-ce que les gens ont vraiment conscience de l'impact négatif qu'ils ont sur l'environnement? Les cache-nez chirurgicaux, c'est ce qu'on voit la plupart du temps au coin des rues, sont d'une matière polypropylène. Mais en fait, ces matières ne sont pas dégradables. Donc le fait de jeter ce type de cache-nez-là dans la rue a un impact sur l'environnement. Les matières plastiques, et notamment celles utilisées dans la fabrication des masques, sont de véritables éponges à produits chimiques qui se diffusent lentement dans la nature et surtout dans le milieu marin, selon la directrice de l'hygiène publique et de la santé environnement au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Quand le masque est jeté, le virus peut être encore vivant s'il n'est pas jeté dans des conditions correctes, s'il n'est pas mis dans des sachets plastiques hermétiques. Il y a possibilité de réinfecter ou bien d'infecter la population. Ça peut être la porte ouverte à l'asthme, à des maladies même cardiaques. Il y a donc un risque sanitaire et un risque écologique pour la population. Les masques jetables ont une durée de vie de plus de 300 ans. Si la lutte contre la Covid-19 reste un défi majeur, la préservation de l'environnement n'en demeure pas moins importante. La responsabilité éco-citoyenne individuelle est le seul gage de l'amélioration du cadre de vie et la préservation de l'environnement. On termine ce journal avec ces images de Béchir Ben Yamed, le fondateur de Jeune Afrique, qui est décédé à l'âge de 93 ans. Aujourd'hui à Paris, des suites d'une contamination au Covid-19. Béchir Ben Yamed avait été très jeune ministre dans le premier gouvernement de la Tunisie indépendante, aux côtés de Habib Bourguiba, sa passion pour le journalisme, l'a amené en 1956 à fonder l'hebdomadaire L'Action, puis en 1960 Afrique Action, qui un an plus tard allait devenir Jeune Afrique. Fin 2000, Béchir Ben Yamed passe les rênes du groupe à ses fils Amir et Marwan, ainsi qu'au directeur de la rédaction François Soudan. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50.